Bienvenue dans une capsule vidéo produite par le Centre européen Robert Schuman et l'association Robert Schuman à Chazelles avec le soutien du programme L'Europe pour les citoyens. Cette troisième capsule présente l'actualité en 2020 de la déclaration du 9 mai 1950. Après ces années de démarrage de la construction européenne, vous pouvez suivre pas à pas, dans la capsule suivante, 3-2, les grandes avancées de l'intégration jusqu'à l'unification du continent européen et les crises du début du XXIe siècle. Cette deuxième partie de la capsule 3 présente l'évolution institutionnelle depuis la CECA jusqu'à l'Union européenne d'aujourd'hui. L'intégration européenne a deux objectifs: l'intégration politique, notre axe vertical, et l'union territoriale de l'Europe, l'union du continent européen, l'axe horizontal. Bien entendu, le départ de l'intégration est constitué par la CECA, un projet politique d'intégration économique par transfert de souveraineté. Mais la poursuite de l'intégration économique ne s'est pas déroulée, comme vous allez le voir, selon un processus linéaire. Les grandes étapes de cette intégration peuvent se résumer à 4 phases qui correspondent à 4 périodes. Première période, 1957-1986, le traité de Rome qui institue le marché commun. La période 1987-1993 correspond à l'acte unique qui crée un véritable marché intérieur et marque d'importantes innovations institutionnelles. Enfin, le traité de Maastricht qui vise à établir le marché unique avec une monnaie unique pour la période 1993-2009 et plus récemment le traité de Lisbonne pour la période 2009 à aujourd'hui. Confronté à une situation nouvelle à l'orée du XXIe siècle, où la stratégie d'intégration marchande poussée, la création du marché unique puis de la monnaie unique, cette stratégie montre ses limites. L'Union européenne va alors privilégier une stratégie d'union territoriale de l'Europe. Après la chute du mur de Berlin en 1989, l'intégration à l'Union européenne est apparue pour nombre de pays européens, à l'Est comme à l'Ouest, non pas comme un projet d'élargissement ou d'agrandissement du continent, mais comme un projet de réunification naturelle du continent européen. Cette stratégie aboutit le 1er mai 2004 par l'adhésion à l'Union européenne de 8 pays d'Europe centrale et orientale libérés du joug communiste: Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie. Le même jour adhèrent également Chypre et Malte. Le traité établissant une constitution pour l'Europe, celui qu'on appelle le traité constitutionnel, aurait dû entrer en vigueur le 1er novembre 2006, à condition d'avoir été ratifié par chacun des 25 États signataires. Finalement, la ratification de la Constitution a été refusée par les référendums français et néerlandais. En raison de cet échec, le traité de Lisbonne reprend la majorité des changements qui se trouvaient dans le traité constitutionnel pour transformer l'architecture institutionnelle de l'Union européenne. Signé le 13 décembre 2007 à Lisbonne, entre les 27 États membres de l'Union européenne, il entre en vigueur le 1er décembre 2009. Pendant la crise économique mondiale des années 2007 à 2012, une récession dans laquelle sont entrés la plupart des pays industrialisés, l'Union européenne a engagé
de profondes réformes politiques, financières et économiques. 2009, l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. 2011, le Six-Pack, c'est-à-dire 5 règlements et une directive de coordination des politiques budgétaires. 2012, le pacte budgétaire européen et le mécanisme européen de stabilité. Enfin, 2013, l'union bancaire. Cet escalier Monnet-Schuman illustre la vision des initiateurs de l'Union européenne, atteindre l'objectif final, la fédération européenne, par de petits pas, par des réalisations concrètes. Chaque fois que les Européens ont tenté d'accélérer le processus d'unification territoriale ou d'intégration politique, ils ont connu l'échec. La CED, les plans Fouché et Werner, le traité constitutionnel. C'est pourquoi il faut encore prendre le temps pour d'autres réalisations concrètes avant d'établir une véritable fédération européenne. Aux États-Unis d'Amérique, 66% des impôts vont au budget fédéral, alors que le budget de la Commission européenne plafonne depuis des années à moins de 2%. Avec 66% des recettes, vous faites de la politique, avec 2% des moyens fiscaux, vous ne faites pas de politique, vous gérez la misère et les déceptions. La méthode des petits pas, celle des réalisations concrètes, c'est l'amour de la complexité. Il en résulte un emboîtement qui rappelle la poupée russe ou matrioshka, qui contient une série de figurines de taille décroissante placées les unes à l'intérieur des autres. Une complexité qui fait que les citoyennes et les citoyens de bonne volonté ne savent plus à laquelle des poupées ils ont affaire. Tentons d'organiser les poupées européennes. À l'intérieur, au centre, nous trouvons l'Union européenne, qui compte aujourd'hui 27 pays membres après le départ du Royaume-Uni. L'Association européenne de libre-échange, AELE, est une association d'États qui ont constitué une zone de libre-échange entre eux. Fondée en 1960, elle a progressivement perdu des membres lorsque ceux-ci ont intégré l'Union européenne. Actuellement, les États membres de l'AELE sont l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. 3 des pays de l'AELE et l'Union européenne constituent l'espace économique européen, EEE. La Suisse préfère de son côté régler ses relations avec l'Union européenne par des traités bilatéraux. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, est une alliance politique et militaire de 30 pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Parmi ces États, 21 sont également membres de l'Union européenne. 2 organisations collaborent sur le terrain de la défense collective. L'article 5 du traité de l'OTAN est le plus emblématique. Il implique qu'une attaque contre l'un ou plusieurs de ses 30 membres est considérée comme une attaque dirigée contre tous. Les accords de Schengen, entrés en vigueur en 1995, ont représenté une première forme de coopération renforcée entre des États membres de la Communauté européenne. Il s'agissait du projet ambitieux de matérialiser le principe de la libre circulation des personnes et des marchandises par la suppression de tout contrôle physique aux frontières intérieures de l'Union européenne. Schengen a aussi pour objectif le renforcement de la coopération policière, douanière et judiciaire. 3 États tiers, la Norvège, l'Islande et la Suisse, participent également à l'espace Schengen. La zone euro, ou Union économique et monétaire, UEM, est l'ensemble géographique constitué par les 19 pays de l'Union européenne qui ont adopté l'euro comme monnaie nationale. Elle est représentée politiquement
par les ministres des Finances réunis dans l'Eurogroupe. Le Monténégro et le Kosovo utilisent l'euro, mais son utilisation n'est pas régie par une convention monétaire avec la Banque centrale européenne. Alors qu'en raison d'accords préalables, des monnaies européennes, africaines, océaniennes sont liées à l'euro, le mark convertible de Bosnie-Herzégovine et le lev bulgare, le franc de la Communauté financière d'Afrique occidentale, le franc de la Coopération financière d'Afrique centrale, le franc comorien, le dobra de Sao Tomé et Principe et l'escudo du Cap-Vert. À l'heure actuelle, 5 pays sont officiellement candidats pour intégrer à leur tour l'Union européenne. Pour 2 d'entre eux, les négociations sont en cours. Il s'agit du Monténégro et de la Serbie. En ce qui concerne les 2 autres pays, l'Albanie et la Macédoine du Nord, les négociations n'ont pas encore débuté. En 2020, une réforme du processus d'adhésion à l'Union européenne a renforcé le contrôle des États membres sur le déroulement de ces négociations. Quant à la Turquie, candidate depuis 1999, les négociations d'adhésion sont au point mort, en raison des atteintes à l'état de droit, aux droits fondamentaux et au pouvoir judiciaire de la part du gouvernement turc. L'Union européenne a conclu des accords d'association avec certains États membres du Conseil de l'Europe, créant ainsi un cadre de coopération pour notamment le développement de liens politiques, commerciaux, sociaux, culturels et sécuritaires. Ces États n'ont, en principe, pas vocation à adhérer à l'Union européenne. Les 4 principes de la gouvernance européenne sont, premièrement, la primauté du droit européen sur les droits nationaux sanctionnés par la Cour européenne de justice. L'arrêt de la Cour constitutionnelle allemande relatif aux achats d'obligations de la BCE constitue une révolution. D'une part, il remet en cause la solidarité au sein de la zone euro, alors que la politique monétaire est l'une des rares compétences exclusives de l'Union européenne. Et, d'autre part, il affaiblit considérablement la Cour européenne de justice face aux pays, à l'Est, qui renient les valeurs et la démocratie européenne. En réalité, c'est toute l'architecture européenne qui est menacée. Si les tribunaux nationaux s'alignent sur la Cour allemande, il n'y aura plus aucune unité d'interprétation du droit européen, ce qui peut signifier la fin de la construction communautaire. Les cours constitutionnelles nationales jugent selon les normes constitutionnelles nationales. Il est donc impératif que l'Allemagne accepte, enfin, d'adapter sa constitution, la loi fondamentale, aux engagements que le pays a pris par la ratification des traités européens. Le deuxième principe, la subsidiarité, organise la répartition des compétences entre l'Union et les États membres dans les 2 sens. La subsidiarité, c'est l'art de gérer les relations par la gouvernance. C'est une gouvernance à multiniveau qui produit à la fois plus d'unité et plus de diversité, et qui garantit que les décisions soient prises au plus près des citoyens et des citoyennes. Le principe majoritaire, majorité qualifiée, qui associe la légitimité des États à celle des peuples, via le Conseil des ministres, sera examiné dans quelques instants. Enfin, le 4e principe, le monopole de l'initiative conféré à la Commission européenne, tiers de confiance, elle est là pour dégager l'intérêt commun européen. La Commission, en règle générale, a le monopole de l'initiative dans le processus législatif de l'Union et élabore à ce titre les propositions législatives qu'adopteront les 2 organes décisionnels que sont le Parlement européen et le Conseil des ministres.
Le traité de Maastricht a accordé au Parlement un droit d'initiative législative qui se borne à la faculté de demander à la Commission de soumettre une proposition. La Commission répond aussi à des demandes présentées par le Conseil européen, c'est-à-dire le sommet, ou par les citoyens dans le cadre de l'initiative citoyenne. Le cadre institutionnel européen que nous connaissons aujourd'hui est le résultat de l'histoire. Préfiguré par les 4 institutions de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, en 1951, il prend véritablement naissance avec le traité de Rome de 1957 qui pose les bases du cadre institutionnel. Il a évolué ensuite, au fur et à mesure des traités, en s'enrichissant de nouvelles institutions, Conseil européen, et en réorganisant les compétences de chacune, pouvoir budgétaire et de codécision du Parlement européen par exemple. Dans l'organisation institutionnelle, sans équivalent dans le monde, de l'Union européenne, les citoyens de l'UE sont représentés par les députés élus au suffrage universel direct au Parlement européen. Les intérêts des États membres sont défendus par les gouvernements nationaux au sein du Conseil de l'Union européenne. Les grandes priorités de l'Union sont fixées par le Conseil européen qui réunit les dirigeants nationaux et européens. Les intérêts de l'Union européenne dans son ensemble sont défendus par la Commission européenne, dont les membres, proposés par les gouvernements nationaux, sont confirmés par le Parlement européen. Le Conseil européen fixe les orientations politiques globales de l'Union européenne, mais il n'a pas le pouvoir d'adopter la législation. Dirigé par un président, il se compose des chefs d'État et de gouvernement des États membres et du président de la Commission européenne. Il se réunit au moins une fois par trimestre. 3 institutions interviennent dans le processus législatif. Le Parlement européen, composé de députés élus au suffrage universel direct, qui représentent les citoyens européens. Le Conseil de l'Union européenne ou le Haut Conseil des ministres nationaux, qui représente les gouvernements des États membres. La présidence du Conseil est assurée alternativement par chaque État membre selon un système de rotation. La Commission européenne, qui représente les intérêts de l'Union dans son ensemble. Ensemble, ces 3 institutions utilisent la codécision pour élaborer les politiques et la législation mises en œuvre dans toute l'Union européenne. En principe, la Commission présente des propositions de législation qui sont adoptées par le Parlement et le Conseil en codécision. Une fois adoptés, les actes législatifs sont mis en œuvre par les États membres et la Commission, qui est chargée de veiller à ce qu'ils soient correctement appliqués. Enfin, la Cour de justice de l'Union européenne veille au respect de la législation européenne. C'est en abandonnant les votes à l'unanimité au Conseil des ministres que les États membres ont, enfin, accepté réellement le partage de souveraineté inscrit dans les traités européens. Tout au long du processus législatif européen, les États membres ont un rôle déterminant. Ils interviennent au sein du Conseil de l'Union européenne, où les ministres nationaux, réunis dans leurs domaines de compétences respectifs, expriment la position de leur pays en votant à la majorité qualifiée. C'est le mode de vote le plus courant au sein du Conseil. Environ 80% des actes législatifs de l'Union européenne sont ainsi adoptés au Conseil des ministres. La majorité qualifiée est atteinte lorsque 2 conditions sont remplies. Si au moins 55% des États membres expriment un vote favorable. Cela correspond actuellement à 14 États sur 27. Deuxièmement, si les États membres qui soutiennent la proposition
représentent au moins 65% de la population de l'Union européenne. Dans ce système de vote à la majorité qualifiée, chaque État membre dispose d'une seule voix. L'abstention n'équivaut pas à une absence de participation au vote, mais compte comme un vote négatif. Pour exprimer leur désaccord, les États membres doivent composer une minorité de blocage, qui correspond logiquement à un nombre d'États membres représentant au moins 35% de la population. Mais pour éviter d'offrir un quasi-pouvoir de veto aux plus gros pays de l'Union, la France et l'Allemagne représentent à elles seules près de 30% de la population de l'Union, cette majorité de blocage doit être composée d'au moins 4 États membres. Cela oblige l'Allemagne et la France à mettre au moins 2 autres pays de leur côté si elles veulent bloquer l'adoption d'une législation. La méthode ouverte de coordination, MOC, de l'Union européenne peut être décrite comme une forme de droit souple. C'est une forme d'élaboration de politique intergouvernementale qui ne débouche pas sur des mesures législatives européennes et qui n'exige pas que les pays membres introduisent de nouvelles lois ou modifient leur législation nationale. Il s'agit d'un cadre de coopération qui permet à des politiques nationales de poursuivre des objectifs communs européens coordonnés. Dans cette méthode intergouvernementale, les pays de l'Union sont évalués par d'autres pays membres, c'est ce qu'on appelle la pression des pairs. La Commission, elle, se limite à un rôle de surveillance. Le Parlement européen et d'autres organes européens vont donner des avis. La MOC est appliquée dans des domaines qui relèvent de la compétence des pays de l'Union européenne, tels que l'emploi, la protection sociale, l'inclusion sociale, l'éducation, la jeunesse et la formation professionnelle. Elle se base principalement sur l'identification et la définition en commun d'objectifs à remplir, adoptés par le Conseil européen des ministres. Deuxièmement, des instruments de mesure définis en commun, des statistiques, des indicateurs, des lignes directrices. Et troisièmement, un benchmarking, c'est-à-dire une comparaison des performances des pays de l'Union et l'échange des meilleures pratiques, sous la surveillance effectuée par la Commission européenne. Bien que leurs traditions constitutionnelles nationales soient très différentes, les États membres de l'Union européenne mettent en œuvre un système européen de gouvernance équilibré à multiples niveaux, avec une prise de décision à proximité du citoyen et de la citoyenne. Certains États sont restés très centralisés, les uns compte tenu de leur taille, Luxembourg ou Malte, d'autres, la France par exemple, en raison de leur tradition constitutionnelle. Certains autres États ont su progressivement transférer des compétences aux collectivités territoriales régionales ou locales, l'Espagne et l'Italie par exemple. L'Union européenne ne compte que 3 fédérations, l'Allemagne, l'Autriche et plus récemment la Belgique. C'est cette absence d'expérience fédérale dans la très grande majorité des États membres, 24 contre 3, qui rend difficile l'évolution de l'intégration politique européenne vers une fédération européenne. En s'appuyant sur l'exemple de la France, nous constatons que les différents niveaux de gouvernance se constituent d'une assemblée élue au suffrage universel et d'un exécutif contrôlé par cette assemblée. C'est le cas des villes ou des communes, des départements et des régions. Au niveau national, le peuple français élit l'Assemblée nationale au suffrage universel, alors que le deuxième législateur, le Sénat, est élu par des grands électeurs qui représentent les territoires, c'est-à-dire les communes, les départements et les régions. L'Assemblée nationale accorde sa confiance au gouvernement et contrôle son action. Une exception française est l'élection et le rôle du président de la République. Il est élu directement par le peuple et exerce aujourd'hui de larges compétences exécutives hors contrôle parlementaire, notamment au niveau européen.
Tout comme en France, le pouvoir législatif européen appartient à deux chambres, le Parlement et le Conseil de l'Union européenne, qui regroupent les ministres représentant les territoires, c'est-à-dire les pays membres. Le Parlement, tout comme l'Assemblée nationale française, accorde sa confiance à l'exécutif européen, la Commission, et contrôle son action. Enfin, les traités ont institué le Conseil européen, le sommet des chefs d'État et de gouvernement, qui définit les orientations et les priorités politiques générales de l'Union. N'étant pas l'une des institutions législatives de l'Union, il ne prend pas directement part à la production législative européenne. En revanche, il établit le programme d'action de l'Union en mettant en avant des sujets de préoccupation et des mesures à prendre. La troisième partie de la capsule concerne les défis de la poursuite de l'intégration européenne. Comment l'Europe répondra-t-elle à la succession de crises économiques, politiques, financières, sociales en cours? Le Brexit en offre l'occasion et la pandémie la nécessité d'une relance du projet européen. Il faut clarifier les buts de notre longue marche. Voulons-nous le plus grand marché libéral ou une Europe de la complémentarité et de la solidarité? Voilà les thèmes qui seront abordés dans la troisième partie de la capsule 3. Découvrez dans les capsules 1 et 2 les sources de la déclaration et la déclaration du 9 mai 1950. Je vous remercie pour votre attention.